Robert Richard, aujourd'hui septuagénaire retraité, coule des jours paisibles dans sa maison au cœur de Bouthier-Saint-Trojan. En bordure nord de Cognac, ce petit village de 1500 habitants ne se distinguerait qu'à peine des milliers d'autres qui parsèment l'Hexagone, mais d'apparence tranquille et sans histoire, il se distinguerait à peine par ses vestiges de villa gallo-romaine et par sa commanderie millénaire. Il a été pourtant le théâtre en 1972 de ce qui reste aujourd'hui encore l'un des plus étranges et mystérieux faits divers de ces 50 dernières années. Un mystère dont Robert Richard est bien placé pour savoir qu'il hante les rues de Bouthier. Il en a été le maire durant 34 ans de 1980 à 2014. Il n'en reste pas moins un observateur attentif des affaires du pays comme celle de son village. Il affirme qu'aujourd'hui encore, tous les habitants bouthiérois sont tenus en haleine par cette affaire. Mais lui, ni personne, n'a de réponse à leur apporter. Et pour cause, malgré les moyens considérables déployés à l'époque, mais aussi au début des années 2010, l'affaire des disparus de Bouthier n'a jamais pu être résolue. Pire, rien, pas même le plus petit indice, la moindre trace n'a été retrouvée. Et pourtant, il n'y a pas très longtemps, une découverte terrifiante aurait pu bouleverser cette affaire très étrange. Une affaire si étrange que les autorités ont vu des spécialistes du paranormal s'intéresser à celle-ci, jusqu'à la pratique de techniques de recherche surprenantes. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Exploria et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Enigma. Arrivés depuis quelques mois dans le village de Bouthier-Saint-Trojan, les Méchinots, originaires de la région, mais pas précisément de Bouthier, n'ont pas encore eu le temps de s'y faire des amis proches. Il faut dire que de l'avis général, le couple n'est pas du genre très causant. Jacques, le père de famille à 31 ans, a la réputation d'être un homme peu bavard et méfiant. Il est ouvrier chez Saint-Gobain à Château-Bernard, à peine quelques kilomètres de Bouthier. Il est affecté à l'entretien des machines, fait figure d'ouvrier modèle et en tant que mécanicien doué enchaîne les extras au noir avec les agriculteurs des alentours. Avec les vignes pour la production du cognac, l'usine verrière de Saint-Gobain est le principal employeur du coin. Elle compte près de 1300 salariés et 2 quartiers de 120 pavillons ont même été construits spécialement pour héberger la main-d'œuvre lors de l'arrivée de l'usine en 1963. Une petite ville dans la ville où les femmes et surtout les hommes qui sont largement majoritaires nouent des amitiés durables. C'est chez un couple de collègues de Jacques, les Fontanilla, que les Méchinots se rendent régulièrement. Eux habitent rue de la Plante à Cognac. Depuis Bouthier à leur domicile, Pierrette et Jacques mettent moins de 10 minutes pour parcourir les 3,8 km qui les en séparent. C'est le temps qu'il leur faut ce 24 décembre 1972 pour rejoindre leurs amis chez qui ils vont réveillonner. Toute la famille embarque dans la Simca 1100 Rouge Grenat et arrive chez les Fontanilla pour passer le réveillon de Noël ensemble. La soirée se déroule correctement, les Fontanilla n'en gardent pas un souvenir particulier, si ce n'est l'inhabituelle nervosité de Jacques Méchinot. Il ne semble pas pour autant écourter la soirée et paraît même à contribuer à la faire traîner en longueur alors qu'il sait que son collègue 25 décembre ou pas commence sa journée de travail à 4 h du matin alors que Jacques profite encore de quelques jours de congé. Ce n'est qu'entre 1 h et 2 h du matin que Pierrette et Jacques, mais aussi leurs 2 enfants Bruno 4 ans et Eric 7 ans, remontent dans leur voiture direction Bouthier-Saint-Trojan. Les Fontanilla les laissent partir sans aucune crainte parce que Jacques qui est au volant ne boit pas d'alcool. Jacques sort le premier pour faire chauffer le moteur, puis les 2 familles s'embrassent sur le pas de la porte. Ils regardent par la fenêtre, les phares de la Simca s'éloigner sans se douter une seconde qu'ils ne reverront jamais leurs amis. Le lendemain, donc le lundi 25, toute la famille Méchinot est censée fêter Noël en famille autour d'un repas. N'ayant aucun signe de vie, les parents de Jacques s'inquiètent et alertent la gendarmerie. Mais à cette époque, la loi impose un délai d'une dizaine de jours avant qu'une disparition comme celle-ci soit considérée comme inquiétante. Chaque année, en France, 40 000 personnes disparaissent et les 3/4 d'entre elles sont retrouvées rapidement. Mais les 10 000 autres ne laissent plus jamais de traces. Il s'agit le plus souvent de personnes isolées et rarement des couples. Mais les cas où toute une famille, y compris des enfants en bas âge, disparaît se comptent sur les doigts d'une seule main.
Depuis ce réveillon de Noël 1972, plus personne n'a jamais eu de nouvelles de la famille Mechino. Après avoir laissé passer le délai légal, les gendarmes charentais s'emploient à retrouver au plus vite la famille. Ils commencent évidemment par enfoncer la porte de la maison familiale. Ils y trouvent un sapin au pied duquel attendent patiemment des cadeaux emballés, alors que la dinde et des huîtres sont au réfrigérateur en prévision du repas de Noël familial qui devait succéder celui des Fontanilla. Aucune trace de sang ni de signe de lutte, pas d'effraction, ni de tiroir forcé, rien ne semble manquer. Du côté des comptes bancaires des Mechino, récemment alimentés par le salaire versé par l'usine de Saint-Gobain, rien à signaler non plus. Les gendarmes déploient alors de gros moyens. Certains habitants du village voient débarquer un hélicoptère pour la première fois, et c'est à ce moment que certains prennent conscience du fait qu'il y a réellement un problème et que la disparition des Mechino est vraiment inquiétante. Aux recherches aériennes s'ajoutent des plongées dans la Charente et dans tous les points d'eau des environs, des battues et des fouilles dans les maisons abandonnées. Mais rien, comme si la Simca avait totalement disparu sur le trajet. Alors que les gendarmes enquêtent sur la vie privée des Mechino, en espérant trouver des indices, ils découvrent très vite que Pierrette entretenait une liaison avec Maurice Blanchon, le fils des voisins, qui est un peu plus âgé qu'elle. Depuis plusieurs mois, ils entretiennent une liaison qui reste longtemps ignorée de tous. À la mi-décembre 1972, une voisine bien intentionnée confirme les soupçons de Jacques et lui révèle que sa femme Pierrette et Jacques sont amants. Mais Jacques avait déjà certains soupçons avant d'avoir la confirmation, puisqu'il avait déjà confié ses doutes à l'un de ses amis. Il aurait même ajouté que si elles étaient fondées, il ferait disparaître tout le monde et personne ne les retrouverait jamais. Sinistre menace ou simple remontrance d'un mari jaloux, au regard de la suite, l'avertissement fait en tout cas froid dans le dos. D'autant plus que plusieurs témoins affirment que Pierrette aurait avoué sa liaison à son mari et lui aurait même fait part de son intention de le quitter. Et ce froid se fait glacial si l'on en croit ce qu'aurait déclaré Maurice Blanchon aux gendarmes. Il révèle publiquement pour la première fois dans les colonnes de la revue Sang Froid que le 22 décembre, il aurait revu Pierrette qui aurait confirmé cette discussion agitée avec son mari. Si houleuse qu'elle en porterait les stigmates, œil au beurre noir et traces de strangulation. Le problème est que personne n'a contredit ni confirmé ces séquelles, et c'est étonnant puisque les Fontanilla n'ont rien remarqué et bizarrement, Maurice n'ose pas affirmer que Jacques aurait pu devenir le meurtrier de toute sa famille. Les mois passent et toujours aucune trace de la famille Mechino. Les autorités ne trouvent absolument rien, aucun indice qui permettrait d'amener à une piste. Elles se trouvent tellement désemparées qu'un gendarme de Cognac fait appel à un spécialiste de l'univers du paranormal pour les aider. Un radiesthésiste commence alors à s'intéresser à cette affaire et commence à mener sa propre enquête à l'aide de son pendule. Il affirme qu'il ne s'agit pas d'un accident de la route, mais d'un suicide. Le père déprimé aurait précipité volontairement sa voiture dans la Charente. C'est une thèse pas si farfelue, car même si le véhicule reste invisible, il a pu être traîné en aval par le courant puissant, mais aurait forcément été retrouvé à un moment donné. Une voiture finit par être retrouvée dans la Charente avec un squelette à son bord. On pense tout de suite aux disparus de Boutier, mais ce n'est pas eux. Elle permet tout de même de résoudre une autre affaire, elle s'y trouvait depuis 3 ans, ce qui prouve que si la voiture des Mechino se trouvait sous l'eau, elle finirait par être forcément retrouvée. Ensuite, c'est au tour des Sablières ou des carrières de Saint-Mème d'être pointés du doigt, un site qui se trouve sur la commune voisine du même nom. C'est un vrai labyrinthe, mais encore accessible en voiture à l'époque. Mais encore une fois, on n'y trouve absolument rien. Plusieurs hypothèses commencent alors à naître. On a déjà parlé d'un accident, puis d'un suicide. Mais certains habitants du village commencent à se dire qu'il aurait bien pu profiter des 10 jours avant le lancement des recherches pour fuir le pays et changer de vie. Mais selon l'ancien maire Robert Richard, à l'époque il était difficile de changer de pays sans se faire remarquer. Il n'y avait pas encore l'espace Schengen qui permet de circuler facilement entre les pays membres européens. Les années passent et toujours rien. Chaque fois qu'un responsable est muté à la gendarmerie de Cognac, il tente de relancer l'affaire en espérant trouver quelque chose. Imaginez le coup de projecteur si l'affaire serait relancée grâce à un nouveau responsable de la brigade de la gendarmerie. Les anciens administrés ne sont évidemment pas les seuls à s'interroger régulièrement. Les pouvoirs publics, eux non plus, n'ont jamais refermé le dossier baptisé Brunerie, des premières lettres de chaque prénom des enfants. Mais en l'absence d'éléments nouveaux, la plupart des enquêteurs finissent par jeter l'éponge. Les années défilent et l'affaire Mechino va lentement tomber dans l'oubli. Du moins, jusqu'à ce qu'un homme décide de tout chambouler. Un nouveau commandant de gendarmerie est nommé à la tête de la caserne Buisson-Morin à Cognac.
Il s'appelle Georges Pierini et vient de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, créé après l'affaire Grégory pour exploiter scientifiquement tous les indices d'un cas. Le militaire consacre une partie de son énergie à résoudre ce mystère, jugeant inconcevable qu'aucune trace des Méchinots n'ait jamais été découverte. Selon Georges Pierini, avec les moyens modernes, l'enquête a de grandes chances de progresser et pense même pouvoir retrouver les disparus vivants ou morts. Comme ses prédécesseurs, 35 ans plus tôt, Georges Pierini aimerait aussi employer les grands moyens, et ça tombe bien puisqu'il va en avoir l'occasion, mais pas suite à la découverte d'un élément nouveau. En 2011, Annie Imbert et Jean-Paul Méchinot, deux des 10 frères et sœurs de Jacques, aimeraient vendre un terrain familial. Mais n'étant jamais déclarés officiellement morts, ils ne peuvent pas le mettre en vente. Ils s'adressent alors au nouveau procureur de la République d'Angoulême, Nicolas Jacquet, qui se retourne vers Georges Pierini. Le nouveau commandant peut alors relancer l'enquête en utilisant toutes les techniques dont dispose désormais la Gendarmerie nationale. Moins d'un an après les fouilles, le 12 octobre 2012, une étrange découverte fait à nouveau ressurgir le spectre de l'affaire Méchinot. Un chercheur de champignons tombe au pied d'un arbre sur des ossements humains près du hameau de la Férouse à Courserac. Les ossements semblent correspondre au reste d'un individu et à la calotte crânienne d'un enfant. Il n'en faut pas plus pour faire le lien avec la disparition des Méchinots. Le village de Boutier n'est qu'à 22 km de l'endroit. Tous ces ossements, jambes, bassins, 7 vertèbres et 2 côtes sont envoyés au labo scientifique de la gendarmerie. Les experts établissent que les ossements sont ceux d'un enfant qui pourrait être âgé de 7 à 13 ans. Le petit Éric Méchinot avait tout juste 7 ans le soir de Noël 1972. Encore plus troublant, les ossements auraient eu une quarantaine d'années, ce qui correspondrait à la date de la disparition. Mais c'est encore une déception, l'ADN ne colle pas avec celui d'Annie et Jacques, les victimes ne sont donc pas de leur famille. Georges Pierini ne baisse pas les bras, les cours d'eau sont à nouveau sondés, mais cette fois-ci avec un tout nouveau sonar utilisé pour la première fois dans cette affaire. Et là encore, la persévérance semble payer. En octobre 2013, une Simca 1100 couleur grenat est repêchée dans la Charente. Mais ni sa plaque ni le numéro de châssis ne correspondent au véhicule des Méchinots. L'affaire connaît un nouveau rebondissement. 7 corps sont retrouvés dans un jardin de Cognac, mais leur mort date des années 20. Pour avoir la conscience tranquille, les tests ADN sont tout de même effectués, mais sans surprise, les résultats sont négatifs. Fin 2013, Georges Pierini finit par retourner à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et ses successeurs ne trouveront aucune piste. L'affaire Méchinot va retomber une nouvelle fois aux oubliettes, mais un événement inattendu va relancer l'affaire. Printemps 2020, le juge d'instruction du parquet d'Angoulême rouvre l'affaire Méchinot suite à la réception d'une lettre anonyme révélant certaines informations restées confidentielles. Mais Robert Richard, l'ancien maire de Boutier qui a été longuement interrogé par les gendarmes suite aux révélations de cette lettre, a affirmé qu'ils lui ont demandé si Maurice Blanchon aurait pu avoir tué la famille Méchinot. Ce qui laisse penser que cette lettre suspecte voire incrimine Maurice, mais il affirme aussi que cette lettre donnerait des indications sur la localisation où les gendarmes pourraient retrouver les corps et la Simca des Méchinots. Le 26 mai, les gendarmes s'activent et fouillent une cave d'une vieille maison dans une impasse du village sans succès. Ils se concentrent ensuite sur Maurice Blanchon, qui a 75 ans et perquisitionnent sa maison à la recherche d'une lettre qui lui aurait écrit sa maîtresse. Les enquêteurs interrogent Maurice et il répète comme il l'avait fait 50 ans plus tôt qu'il ne sait rien. Les gendarmes creusent à la pelleteuse un terrain que possède Maurice près du fleuve. Ils trouvent un vieux revolver rouillé, mais rien qui ne puisse prouver quoi que ce soit. L'affaire Méchinot est bien partie pour être le plus gros cold case français, la plus grosse affaire non élucidée et peut-être classée sans suite, mais surtout l'affaire française la plus étrange, car même les autorités n'en reviennent toujours pas de n'avoir encore trouvé aucun corps, ni la Simca des Méchinots, 50 ans après leur disparition. Évidemment, tout le monde a commencé par penser à la thèse de l'accident. Il était tard, entre 1h et 2h du matin, et même s'il n'y avait que très peu de route à faire pour arriver à leur domicile, l'accident est possible. Un accident de la route a même plus de chances d'arriver sur des trajets courts. Les études prouvent que c'est sur ce genre de trajet qu'on est le moins prudent. Concernant les conditions météo ce soir-là, les informations divergent. On lira selon certaines sources que les conditions étaient bonnes et pour d'autres qu'il y avait du brouillard. Je n'ai trouvé aucune archive de bulletin météo à cette date-là sur internet. Mais supposons que les Méchinots aient été victimes d'un accident de la route, on aurait forcément fini par retrouver les corps ou ne serait-ce que leur Simca, surtout avec tous les moyens modernes mis en œuvre ces dernières années. Pierrette trompait Jacques depuis pas mal de temps avec Maurice Blanchon.
Jacques ayant eu certaines phrases menaçantes durant une discussion avec son frère, puis une dispute houleuse avec sa femme, il aurait pu passer à l'acte et volontairement partir tardivement de chez les Fontanilla pour augmenter les chances d'être seul sur la route et n'avoir aucun témoin avant de finir par se donner la mort. Mais encore une fois, on aurait forcément retrouvé leur corps, ou au pire la Simca un jour ou l'autre. Certains pensent que Jacques aurait forcé la famille à quitter la région, voire le pays, et aurait fini par rejoindre l'Australie, un pays que Jacques connaît très bien puisqu'il y a vécu une partie de sa vie. Mais cette hypothèse semble compliquée à mettre en œuvre, en sachant qu'à l'époque, il n'existait pas encore l'espace Schengen et que toutes les frontières étaient fermées et surveillées en Europe. Imaginez alors la difficulté pour une seule personne de quitter le pays sans laisser la moindre trace, alors pour une famille complète, ça semble irréalisable. Est-ce que la famille Meshino a été victime d'un meurtre? Est-ce qu'un amant jaloux aurait pu passer à l'acte et préméditer l'insoupçonnable? Est-ce que le fait que Jacques ait retardé au maximum le départ le soir de Noël était un acte dû à un sentiment de peur, redoutant certaines menaces qu'il aurait pu avoir auparavant? Aucun indice ne prouve quoi que ce soit, si ce n'est cette fameuse lettre aux informations confidentielles qui laisserait suspecter peut-être quelque chose et qui expliquerait le fait que les enquêteurs se soient axés d'un coup sur Maurice près de 50 ans après l'étrange disparition. En tout cas, ça permettrait peut-être de comprendre la disparition des corps et de la voiture. Mais encore une fois, rien ne prouve quoi que ce soit. Et vous, quelle est votre théorie? J'espère que cette affaire vous aura intrigué tout autant que moi et que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu mais aussi votre théorie dans les commentaires pour en débattre tous ensemble, je les lis tous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, en plus des stories et des photos, vous y retrouverez désormais 2 affaires étranges par semaine. Moi en attendant, je vous laisse avec une affaire très étrange, mais aussi l'expérience la plus effrayante vécue depuis le lancement de ma chaîne Exploria. En attendant la prochaine vidéo sur la chaîne, portez-vous bien.